Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle playlist dédiée au hardware et au software. Pour la partie hardware, nous verrons le fonctionnement d'un ordinateur et de ses différents composants, comme le CPU ou la carte graphique. Et au niveau du software, comme aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne un logiciel, comment on programme un logiciel, etc. Sans pour autant apprendre à programmer dans un langage donné. Et en parlant de langage, c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Notamment, pour commencer, qu'est-ce qu'un langage informatique? L'ordinateur, lui, ne comprend que le binaire, qui est composé donc de 0 et de 1. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons pas mal de difficultés à lire le langage binaire, notamment parce que pour la représentation des nombres, notre cerveau est habitué à la base 10. Donc quand on représente un nombre en base 2 comme ici, on a beaucoup plus de mal à voir duquel il s'agit. Alors que ici, on voit bien qu'il s'agit du nombre 163 quand on l'écrit en base 10. Le processeur comprend donc le langage machine qui est écrit en binaire et on utilise dans ce langage machine ce qu'on appelle des registres pour stocker provisoirement les données qui vont être traitées par le processeur. Alors pour pouvoir expliquer ce que sont les registres, j'ai besoin de faire un petit aparté en hardware au niveau du processeur et de la mémoire. Donc une première mémoire dont on dispose, c'est le disque dur sur lequel on a un programme qu'on va pouvoir exécuter. Et pour ça, on va commencer par le charger dans la mémoire vive, la RAM. Et le temps de latence qu'on constate quand on double-clique sur l'exécutable est lié au chargement du programme dans la RAM. Une fois que le programme est chargé, on va pouvoir l'exécuter grâce au microprocesseur. On a par contre un petit souci entre le microprocesseur et la mémoire vive, qui est qu'ils sont séparés. Et cette séparation induit des latences pour l'accès aux informations dans la mémoire vive par le processeur. Pour réduire ces latences, on a incorporé dans le processeur lui-même de la mémoire, qu'on représente sous forme de cache, qui est disponible en différentes couches. On commence par le cache L3, qui est le plus lent au niveau du processeur, qui est du coup le moins cher et le plus abondant. En général, on peut compter plusieurs dizaines de mégaoctets de cache L3 dans un processeur. Ce cache L3 est commun si on a un processeur avec plusieurs cœurs, à tous les cœurs. Ensuite, on a le cache L2 qui se rapproche un petit peu plus des cœurs du processeur, qui est un peu plus performant, un peu plus cher et moins abondant. En général, on n'en a que quelques mégaoctets. Lui aussi, généralement, il est commun à tous les cœurs du processeur. Ensuite, on a le cache L1 qui lui est dédié à un cœur donné, donc on a plusieurs caches L1 si on a plusieurs cœurs. Ce cache L1 est encore plus rapide, donc encore plus cher, et en quantité encore moindre, puisque en général, il ne fait que quelques centaines de kilooctets. À l'intérieur des cœurs d'un processeur lui-même, on va retrouver encore des petites cases de mémoire qu'on appelle les registres. Les registres sont tout petits puisqu'ils ne font que quelques octets et stockent une seule valeur à la fois, et on distingue plusieurs types de registres. Tout d'abord les registres généraux qui vont servir à stocker des données, des nombres en l'occurrence. On va distinguer les registres qui stockent des nombres entiers, des registres qui stockent des nombres à virgule. On a aussi des registres qui sont indispensables comme le compteur ordinal ou le registre d'état, dont je ne vais pas parler ici pour ne pas complexifier, dont je parlerai plutôt dans la partie hardware, tout comme pour les unités de calcul et de contrôle d'un processeur. Les instructions sont des ensembles de bits contenant un code d'opération, une instruction, et des données. Et c'est cette syntaxe qui constitue donc le langage machine. Par exemple, si on a une instruction sur 26 bits, on va pouvoir découper ces 26 bits en plusieurs informations. Tout d'abord, on aura le code opération, le opcode, qui va identifier de façon unique une opération donnée. Par exemple, l'opération d'addition sera représentée uniquement par le code 001000011. Ensuite, cette opération d'addition va prendre deux registres d'entrée en quelque sorte pour pouvoir faire l'opération d'addition de la donnée contenue dans le registre 1 et la donnée
contenu dans le registre 2. Et le résultat de cette addition sera stocké dans un troisième registre, par exemple le registre 3. Une autre opération qui va servir à récupérer une information dans la mémoire pour la stocker dans un registre sera représentée avec un autre code d'opération. Si, avec un exemple très simplifié, on veut programmer une addition de deux valeurs en langage d'assembleur, on va pouvoir demander à notre processeur d'aller chercher une valeur à l'emplacement mémoire temps, la stocker dans un registre comme le numéro 1, d'aller chercher une deuxième valeur dans un autre emplacement mémoire et la stocker dans un autre registre comme le numéro 2, d'additionner ensuite les valeurs, celles de la case numéro 1 et celle de la case numéro 2, puis stocker le résultat dans le registre numéro 3. Si on n'a pas besoin de ce résultat immédiatement, comme les données dans les registres sont sujettes à énormément changer pour effectuer différentes opérations, on pourra demander au processeur de la stocker dans un emplacement mémoire et éventuellement la récupérer plus tard si on en a besoin. Le problème avec le langage machine, c'est que comme il est représenté sous forme binaire et qu'on a beaucoup de mal avec cette représentation, on a voulu le traduire en quelque sorte sous forme de petits mots de façon à pouvoir distinguer facilement avec des lettres les opérations et les registres avec des noms, là aussi avec des lettres et des chiffres. Par exemple, si on veut faire une addition, au lieu d'avoir le code 001 00011, on va tout simplement pouvoir écrire add en assembleur. Et pareil, avec les registres, au lieu d'avoir 00001, on va pouvoir dire qu'il s'appelle R1. Donc c'est le langage d'assembleur qui est exactement la même chose que le langage machine, mais traduit pour nous, êtres humains. Si on prend par exemple le langage d'assembleur d'une fonction de Blender, on voit alors les différentes instructions, comme par exemple move, push, sub, etc. et des noms de registres comme RDI. La succession des opérations peut sembler assez simple au niveau de l'assembleur. Il se complexifie, par exemple, si on a un branchement, comme une comparaison de valeurs, on va devoir effectuer un saut dans le code un peu plus loin pour effectuer les instructions qui se trouvent à cet emplacement. En termes de complexité, ça peut aller très très loin. Donc, pour limiter la complexité liée au langage d'assembleur, qui peut introduire plus facilement des bugs et donner plus de complexité pour le débogage, on a créé des langages dits de haut niveau d'abstraction qui simplifient énormément pour nous la programmation des ordinateurs. Et le premier langage de haut niveau qui a été créé, c'est le Fortran en 1954, et depuis on en compte des centaines, puisque tout le monde peut créer son propre langage. Étant donné le nombre important de langages de programmation qui existent depuis 1954, on est venu à classifier les langages, à créer des catégories de langages, comme par exemple les langages dits de bas niveau et les langages de haut niveau, sachant que ce point de vue est relatif. Le langage C peut être vu comme un langage de haut niveau par rapport à de l'assembleur, mais il peut aussi être vu comme un langage de bas niveau par rapport à un langage qui abstrait davantage l'informatique et la programmation comme Java. On peut aussi distinguer les langages dits compilés des langages interprétés, ou classer les langages par rapport au type de programmation qu'ils permettent d'effectuer. On a aussi des langages de script, de la programmation visuelle, etc. Pour revenir aux langages compilés et interprétés, on peut déjà commencer par en présenter quelques-uns, sachant que cette catégorisation n'est pas définitive et n'est pas liée au langage lui-même, mais plus à l'utilisation qu'on en fait. Un langage compilé, c'est un langage qui, quand on va le passer dans une moulinette, va nous permettre d'obtenir un langage machine, et donc notre programme pourra être exécuté directement par le processeur. Cette moulinette s'appelle un compilateur qui est lui-même un programme et qui va donc faire cette traduction de façon automatique. Attention toutefois au terme compilation qui regroupe souvent différentes étapes, dont la compilation elle-même, mais aussi une opération importante qui s'appelle l'édition de liens, qui permet de lier le code de notre programme à des codes, par exemple, contenus dans différentes bibliothèques, telles que les DLL sous Windows. Une fois que la compilation s'est terminée avec succès, on obtient un exécutable, c'est-à-dire un .exe sous Windows par exemple, ou une bibliothèque comme une DLL selon le type de projet qu'on a voulu réaliser. D'un autre côté, on trouve les langages interprétés qui, eux, ne peuvent pas être directement traduits en langage machine.
on peut par exemple soit utiliser directement le code source, soit le précompiler dans un langage intermédiaire qui s'appelle le bytecode. C'est alors un autre programme intermédiaire qui va servir d'interprète, c'est ce qu'on appelle l'interpréteur, qui va traduire soit le code source, soit le bytecode en langage machine pour pouvoir exécuter notre programme sur le processeur. La traduction faite par l'interpréteur se fait à la volée au fur et à mesure que le programme est exécuté. Si on prend un langage comme Java, son interpréteur s'appelle la Java Virtual Machine ou JVM, et c'est principalement ce qu'on installe quand on installe Java sur son ordinateur. Python, lui, est fourni avec un interpréteur écrit en langage C par défaut, qui s'appelle CPython, mais on peut trouver d'autres interpréteurs écrits dans d'autres langages, comme par exemple Jython en Java. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi on a différents langages, notamment les langages compilés d'un côté et des langages interprétés de l'autre. Le langage machine est spécifique, de sorte qu'un processeur ne pourra peut-être pas exécuter un programme compilé dans un langage machine pour un autre processeur. Et donc, si on veut pouvoir supporter différentes plateformes avec son programme via un langage compilé, on devra compiler notre programme pour les différents types de processeurs. Un programme interprété, lui, est indépendant du processeur puisque on utilise soit le code source, soit du bytecode, et c'est l'interpréteur qui est, lui, spécifique quand on l'installe au processeur donné. Donc, c'est lui qui va s'occuper de faire la bonne traduction dans le bon langage machine. Comme on l'a vu, un programme interprété doit passer par un intermédiaire, qui est l'interpréteur. Et cette interprétation se fait à la volée. Il faut donc traduire pour pouvoir exécuter. Donc l'exécution est ralentie. Si on prend par exemple quelqu'un qui voyage au Japon, il pose la question de savoir où est la gare. S'il a un interprète qui parle japonais, cet interprète va pouvoir traduire pour demander à une passante en japonais où se trouve la gare. Et de ce fait, comme elle comprendra la question en japonais, elle pourra répondre. L'interprète, lui, pourra faire la traduction et on saura où trouver la gare. Ça implique une certaine latence puisqu'il faut attendre la traduction et donc on constate généralement que les programmes interprétés sont plus lents que les programmes compilés en langage machine directement utilisables par le processeur. La programmation visuelle cache les détails techniques en termes de code, de programmation, et permet à tout le monde de coder. Les graphistes, par exemple, qui utilisent Blender, peuvent coder des shaders pour réaliser des matériaux, par exemple donner une apparence de métal ou une apparence de verre à un objet donné. On peut également utiliser la programmation visuelle dans Blender pour effectuer de la post-production, comme par exemple passer d'une image couleur à une image en noir et blanc. Et dernièrement aussi, on peut programmer des systèmes de particules pour réaliser des animations époustouflantes. Parmi les détails cachés par la programmation visuelle, on retrouve les données utilisées. Ces données peuvent être des variables, c'est-à-dire des données dont la valeur variera et pourra être modifiée au cours de l'exécution du programme, ou bien des valeurs constantes qui, elles, ne pourront pas être modifiées. Si on essaye de modifier une valeur constante et qu'on passe par un compilateur, le compilateur pourra nous le signaler et stoppera à cet instant la compilation. Les variables et les constantes peuvent être des nombres, des caractères ou du texte, ou même des ensembles de données qu'on pourra créer nous-mêmes. Parmi les types de données de base qu'on retrouve dans les langages de programmation, les plus courants, on a les nombres entiers qui peuvent être découpés en différents sous-types selon l'espace en mémoire qu'ils occupent. Plus on a d'octets, plus on pourra représenter des valeurs élevées. On peut aussi ajouter la notion de signe, puisqu'on peut choisir dans un programme si une valeur pourra prendre ou non des valeurs négatives. On a aussi des nombres à virgule qui peuvent être soit codés sur 4 octets ou 8 octets pour augmenter la précision, mais les nombres sur 8 octets sont plus lents à traiter par les processeurs. On trouve également un type booléen qui lui correspond un peu au bit, c'est-à-dire qu'il peut prendre la valeur vrai ou faux. On a également les caractères pour écrire du texte, et pour ça, historiquement, on a le code ASCII qui code les lettres, majuscules ou minuscules, les chiffres pour les représenter dans du texte, des symboles mathématiques ou de ponctuation, etc. Sur 7 bits, on peut donc encoder jusqu'à 128 caractères différents.
Le code ASCII est basé sur l'alphabet américain et ne représente pas donc tous les symboles qu'on peut trouver dans les langues du monde entier. Pour solutionner ce problème, on a le code UTF-8 qui permet de coder les caractères sur 1 à 4 octets, ce qui nous permet donc d'arriver jusqu'à plus de 4 milliards de caractères différents. On a donc assez de possibilités pour coder l'ensemble des caractères des différentes langues du monde entier. Et c'est ce qui permet à l'UTF-8 de s'imposer face au code ASCII. On peut se permettre, avec cette quantité astronomique de caractères différents, d'ajouter des petits symboles comme les emojis qu'on utilise sur Facebook ou dans des logiciels de chat tels que Discord. Comme l'UTF-8 se répand, les langages de programmation le supportent également très bien de nos jours. On a vu comment les caractères indépendamment sont codés en langage binaire, mais ce qui serait bien, c'est de pouvoir former du texte pour des mots, des phrases et même des livres. Et pour ça, on peut les associer dans des tableaux, sachant qu'un tableau ne peut contenir qu'un seul type de données, c'est-à-dire qu'un tableau qui contient des nombres entiers ne pourra pas contenir des nombres à virgule. Dans le cadre d'un texte, on peut donc créer un tableau de caractères qu'on appelle chaîne de caractères, et en mémoire, chaque petite case mémoire contiendra une lettre, et successivement les lettres formeront un mot ou une phrase. On peut également regrouper des données de types différents dans des structures qu'on crée nous-mêmes. On peut par exemple décrire une voiture à l'aide d'une structure de données dans laquelle on aura sa catégorie, si elle est citadine, berline, etc., sa motorisation pour savoir si elle fonctionne à l'essence ou à l'électricité, le nombre de portes dont elle dispose, la couleur de sa carrosserie et d'éventuelles options. Une fois qu'on a ces données, c'est bien, mais il faut pouvoir en faire quelque chose. Et c'est là qu'interviennent les fonctions. Alors une fonction, c'est une suite d'instructions qui nous permet de faire un calcul, de modifier des données, de créer des données et si on a besoin de libérer de la mémoire, de détruire également les informations, les données. Si on prend cet exemple, on a une fonction multiplie-ajoute qui prend 3 valeurs en entrée qu'on appelle paramètres d'entrée et qui nous retourne un résultat. Dans le corps de cette fonction, on retrouve plusieurs instructions qui vont permettre dans un premier temps de multiplier valeur 1 et valeur 2 et de stocker ce résultat dans une valeur temporaire. Et ensuite, dans une autre ligne, on voit qu'on peut ajouter la valeur 3 à la valeur temporaire et stocker ce résultat pour ensuite le retourner. Tout à l'heure, on a rapidement vu différentes catégories de langage et notamment les différents types de programmation, comme la programmation orientée objet. Alors, quand on voit ce terme de programmation orientée objet, on peut se demander ce qu'est un objet en termes informatiques. Dans la vie de tous les jours, un objet peut être une fourchette, une assiette, une bouteille, etc. En informatique, un objet, c'est une instance d'une classe. Et donc, qu'est-ce qu'une classe ? C'est un agrégat cohérent, comme tout à l'heure on l'a vu, de données, mais aussi de fonctions. Par exemple, si on prend une classe voiture, on pourra, comme tout à l'heure, mettre sa couleur, sa motorisation, etc. Mais on ne va pas mettre la couleur de la chemise du conducteur. Et au niveau des fonctions, on pourra faire en sorte qu'elle démarre, qu'elle avance, qu'elle recule, mais on ne va pas faire une fonction pour que le conducteur se gratte le nez. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ces histoires de classes et d'objets, ça peut perturber. Et quand on commence la programmation en objet, c'est vrai qu'on a parfois du mal à faire la différence entre une classe et un objet. Alors, on va prendre, pour essayer d'expliquer ce qu'est une classe et ce qu'est un objet, l'exemple d'une console de jeux vidéo. Par exemple, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une console de jeux vidéo, ou encore à quoi ça sert, et même qu'est-ce qui caractérise une console de jeux vidéo. Si on répond à ces différentes questions, on pourra dire qu'une console de jeux vidéo, c'est un appareil électronique qui nous permet de jouer à des jeux, a priori. On peut y brancher une ou plusieurs manettes, justement pour jouer, et si c'est une console de salon, on pourra la relier à une télévision, ou si c'est une console portable, elle aura son propre écran. Ça correspond à ce qu'est une console en général, mais on n'a pas décrit une console en particulier, et c'est pour ça qu'ici, on parle d'une classe. On pourrait créer une classe console. Pour aller un peu plus loin, dernièrement, on a eu la sortie des nouvelles consoles PlayStation 5 et Xbox. Et dans la presse, on a souvent vu « La PlayStation 5 possède un disque SSD ultra rapide » ou encore « La Xbox Series S peut afficher de la 4K ».
Mais ici, on parle pas d'une seule PS5 ou d'une seule Xbox qui existerait dans le monde entier, on parle de, en général, toutes les PlayStation 5 et toutes les Xbox qui soient déjà créées, qui soient déjà vendues ou qui ne sont pas encore fabriquées. Et donc là aussi, on pourrait créer une classe PlayStation 5 et une classe Xbox Series S. Toujours pour continuer sur cet exemple, si j'achète maintenant une console PlayStation 5 et que je décide de la peindre en vert, mon voisin, lui, en achète aussi une, mais il garde la couleur blanche d'origine. On a donc tous les deux des PlayStation 5, sauf que la mienne est peinte en verte et la sienne est blanche. Mais en soi, on pourra continuer à jouer tous les deux au même jeu, etc. Dans ce cas-là, on a changé une caractéristique de la PlayStation, physique, qu'on possède, mais ça reste quand même une PlayStation 5. Donc, en programmation, on appellera ça des objets. Pour finir, parlons brièvement de la façon dont est fait un programme informatique, c'est-à-dire l'architecture logicielle. Comme dans le bâtiment, avec l'architecture, on va pouvoir vérifier les faiblesses éventuelles d'un bâtiment. Par exemple, si on construit une tour, on va vérifier que les vents ne font pas trop bouger la structure. Et également, s'il y a un séisme, on veut vérifier que le bâtiment ne risque pas de s'écrouler et éventuellement corriger les défauts pour le renforcer. Eh bien, en architecture, pour de la programmation, on va pouvoir vérifier si un logiciel est robuste pour ses évolutions futures. Par exemple, si on veut ajouter des fonctionnalités qui ne sont pas encore prévues, ou si on aura besoin de modifier quelques petites choses, vérifier que la maintenance se fait facilement. En programmation orientée objet, pour l'architecture, pour dessiner l'architecture d'un logiciel, on peut utiliser un diagramme de classe. Avec ce diagramme de classe, on va voir les différents liens entre les classes. Par exemple, un lien de dépendance, si une classe dépend d'une autre. Un lien d'héritage, par exemple, l'héritage sert à spécialiser une classe en une sous-classe. Si on prend l'exemple des consoles, la PlayStation 5 est une sous-classe de la console car elle est plus spécialisée. De même pour la Xbox, est plus spécialisée qu'une classe console. On a aussi des liens de composition. Si on prend une voiture, on a notre classe voiture et on peut vouloir faire une classe roue et notre classe voiture contiendra 4 objets roues. Et le diagramme de classe est très utile car il nous permet d'avoir une vue globale du programme avant même qu'on commence à le développer et on pourra donc voir parmi les faiblesses par exemple des dépendances circulaires qui est quelque chose qu'on préfère éviter dans le développement d'un programme. Une dépendance circulaire c'est si on a une classe A qui dépend d'une classe C, qui elle-même dépend de la classe B, et que la classe B dépend de A, ça forme un cercle comme ça, qui tourne. Et quand on commence à développer, sans designer le programme, avec un diagramme de classe, on peut dans ce cas-là se rendre compte assez rapidement qu'il y a une dépendance circulaire. Mais dans le cas d'un programme plus complexe, où on peut trouver des dépendances circulaires impliquant 6, 7, voire plus de classes, on peut avoir une vision trop locale au niveau du code qui nous empêche de voir le défaut de l'architecture. Donc là, avec un diagramme de classe, ça simplifie énormément l'aperçu de ce genre d'erreur et pour l'améliorer. Il existe d'autres types de diagrammes, au-delà même de l'architecture, mais même pour spécifier le fonctionnement d'un programme, comme par exemple un diagramme de séquence qui va nous permettre d'établir les différentes étapes à faire dans le programme pour arriver à une opération ou à un résultat donné. Par exemple, j'appuie sur un bouton qui va m'ouvrir une boîte de dialogue me permettant de choisir un fichier. Quand je sélectionne ce fichier, ça l'ouvre dans mon programme. Et dans mon programme, je peux éditer le fichier, le modifier et le sauvegarder. Ceci constitue une séquence. Et on a d'autres types de diagrammes encore pour aider à l'architecture et à la conception du logiciel. On verra peut-être, si ça vous intéresse, l'utilisation de ces différents diagrammes dans des vidéos à venir. Pour l'instant, je préfère m'arrêter là. Et pour la prochaine vidéo, j'ai prévu de commencer à programmer un petit jeu vidéo et notamment voir la programmation dans un jeu vidéo des différents écrans, par exemple l'écran des menus quand on lance le programme,
Si on lance la partie, on va passer sur un menu de chargement pour charger les différents éléments graphiques, la musique, etc. Et une fois que ce chargement est terminé, on bascule ensuite sur un écran où on peut jouer, déplacer le personnage, etc. Donc on va voir comment, dans un jeu vidéo, on s'occupe de réaliser ces différents écrans de façon la plus simple possible. Et donc ce sera très intéressant pour un premier travail là-dessus. Alors je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo un peu longue. Si vous avez des questions, des remarques ou des corrections à faire par rapport à ce qui a été dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à poster un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce contenu vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!